Bien, merci beaucoup, Anna. C'est très, très gentil de m'avoir invité. Je dois préciser d'ailleurs que je n'assume pas totalement le titre, son ambition en tout cas, parce que c'est un titre que tu as trouvé toi-même, je l'ai accepté, donc évidemment, je suis responsable de ce titre également, mais plus modestement, je vais me contenter de décrire un certain nombre de transformations dans la façon de penser l'antiracisme, euh, et je chercherai à en dégager une ou plusieurs significations. On ne doit pas donc s'attendre aujourd'hui à ce que j'expose autre chose qu'un point de vue dont l'ambition, encore une fois, est simplement de permettre de s'émanciper, comme ça figure dans le résumé que tu as lu et que tu as fait connaître, de s'émanciper de la concurrence victimaire et de penser qu'en s'en émancipant, on peut peut-être effacer une partie des obstacles à l'efficacité de la lutte. C'est ça le point de vue essentiel. Donc, je commencerai par mentionner ce qui me semble relativement nouveau. Alors, une fois de plus, là maintenant, évidemment, mon épouse est partie et je ne parviens pas à faire descendre le PowerPoint. Comment Je fait-on? pense que tu peux cliquer sur le PowerPoint et ensuite, ça va descendre plus facilement. Ah, exact, merci. Exact. Donc, vous avez ici le plan de l'exposé. Donc, je commencerai donc par mentionner ce qui me semble relativement nouveau. De nombreux chercheurs considèrent qu'il est souhaitable de recourir au concept de race. Visiblement, ton ami Olivier le pense également, et beaucoup d'autres, en tant qu'outil stratégique permettant la dénonciation, la réparation des inégalités. Je voudrais d'abord dire que, et c'est le premier point de ma première partie, enfin, je parle d'un racialisme antiraciste, le terme peut être polémique, mais dans mon esprit, il ne l'est pas vraiment. Euh, dans la première partie, donc, de cette première partie, je m'interroge sur ce qu'on appelle généralement le retour de la race, pour savoir si véritablement il y a un retour de la race. Alors, je vais d'abord dire un mot sur le singulier et le pluriel, parce que bien souvent, et j'ai été de cela, je pensais que parler de la race pouvait être relativement dangereux, que les effets métaphoriques n'étaient pas maîtrisés, et qu'au fond, on avait un peu de mal à distinguer la race du raciste de la race du sociologue. En fait, ça n'est pas si difficile que ça, puisque, au fond, quand on parle de la race ici, quand on va en parler aujourd'hui, c'est comme on parle du genre, c'est un domaine d'étude. Si on met un pluriel, évidemment, et qu'on parle des races, alors là, on rentre dans l'ambiguïté la plus totale, parce que s'il y a une pluralité de races, il y a nécessairement la tentation de les hiérarchiser, et là, on a l'ambiguïté raciste qui revient au premier rang. Mais il y a trop de chercheurs que j'estime et qui, visiblement, ont une ambition de justice sociale, qui parlent de race, pour qu'on puisse considérer que ce terme doit être rejeté sans débat. Donc, la distinction me semble précieuse entre le singulier et le pluriel. Alors, est-ce qu'il y a retour de la race? Il n'y a jamais vraiment eu abandon de cette notion en tant que telle, notamment en biologie et en médecine. La véritable question est de savoir si elle a connu, dans les années, disons, 70-80, en privilégiant une approche qu'on a appelée une approche populationnelle, une transformation substantielle. Ce point n'est pas secondaire, on le verra, parce que la génétique des populations, dans ces années-là, a souvent été interprétée comme l'instrument privilégié de l'invalidation de la notion de race. On parlait de population, et notamment en France, l'auteur peut-être pas le plus connu, parce que Albert Jacquard fait partie des gens extrêmement connus, mais celui auquel je fais allusion ici, c'est Jacques Ruffier, qui a publié
en 82 un monumental traité du vivant, 795 pages, dont le chapitre 14 s'appelle « Espèces, races et populations ». Et ce chapitre 14 est très significatif d'une difficulté à s'affranchir précisément du vocabulaire racialiste, disons. Tout en affirmant, je le cite, que les races sont des artefacts biologiques, il dit que une race est formée par des populations qui présentent entre elles des échanges géniques plus massifs qu'avec les populations des autres groupes raciaux. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que dit Ruffier, mais incontestablement, en s'exprimant ainsi, il évoque la possibilité de parler de façon génétique et convaincante et scientifique de la race. Et d'ailleurs, il y a un passage de son ouvrage qui s'appelle « L'avenir d'une race », tout en concédant qu'il est celui des populations qui la composent. Il fait de la race une phase biologiquement instable, mais il n'hésite pas à envisager qu'elle puisse évoluer vers la spéciation ou, au contraire, dit-il, se refondre dans la masse de l'espèce. Donc, on voit bien que si le concept de race est imprécis, dit-il, et de faible utilité, Ruffier n'y renonce pas vraiment. Et donc, la substitution de population à race apparaît comme une simple tentative, finalement, d'euphémisation du mot. Et je crois que, enfin, moi, je fais partie de ceux qui ont vécu cette période avec enthousiasme. Je pensais que la génétique des populations était l'instrument de liquidation de ce terme, dans la continuation, évidemment, des grandes déclarations de l'UNESCO des années 50, de race et histoire de Lévi-Strauss, dont j'aurai l'occasion de dire un mot tout à l'heure. Et puis, en fait, dès l'instant où les recherches en génétique, notamment celles qui sont toujours conduites sur la distribution des haplogroupes, parce que les haplogroupes, ce sont des groupes qui ont un même ancêtre, qui ont un ancêtre commun. Dès l'instant donc où les recherches en génétique recourent au concept de population dans le sens finalement qu'avait celui de race au moment où la réalité naturelle de la race n'était pas contestée, il est difficile de parler d'un modèle radicalement nouveau. Je vais essayer donc de continuer voilà. Bon. Dans les travaux récents, de plus en plus de chercheurs théorisent l'inscription de la race dans l'épigénome. On sait qu'un unique génome peut être modifié de multiples manières, d'une façon générale, par l'environnement, pour donner des épigénomes différents. Que cherchent à montrer ces études? Eh bien, de mon point de vue, elles cherchent à montrer la persistance, malgré l'importance reconnue de l'environnement, la persistance des marqueurs biologiques. Et c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre, me semble-t-il, l'utilisation dans la médecine américaine notamment de la race, en même temps que du sexe ou de l'âge, dans la typologie des patients. Certaines maladies sont en quelque sorte racialisées. C'est le cas notamment du diabète de type 2, de la pardon, excusez-moi pour le bafouillement, drépanocytose, je n'utilise pas fréquemment ce vocabulaire, pour le cancer et même également pour la schizophrénie. Et on sait que l'exemple le plus célèbre, c'est celui du médicament, le Bidil, qui était un médicament destiné spécifiquement aux Afro-Américains pour traiter l'insuffisance cardiaque. Et cette approche a connu un assez grand succès. Pourtant, cette tentative me semble marquée d'un échec total. Je rappellerai quand même qu'il y a eu un article important en janvier 2015, une étude extrêmement complète de l'ascendance d'un grand nombre d'Américains d'origines différentes et qui tentait à montrer que l'ascendance génétique des Américains d'aujourd'hui était toujours visible, et les auteurs de l'étude définissaient des profils
des profils génétiques, et on pourrait dire génético-ethniques tout à fait distincts. Donc, sans véritablement affirmer explicitement l'existence de races biologiques, au pluriel, la répartition des gènes devait permettre à chacun de savoir d'où il venait, hein, ce qui équivaut en quelque sorte à légitimer le savoir génétique. Souvenez-vous de la candidate sénatrice aux élections américaines primaires démocrates, Elizabeth Warren, qui avait été moquée par Trump et qui a cru bon de réaliser un test ADN pour prouver ses origines amérindiennes. Bon, il s'agit donc, au fond, avant tout, d'accorder de l'importance au besoin de connaître ses racines, de trouver, j'utilise un vocabulaire un peu polémique, son soi authentique, un phénomène qui, à mon avis, revêt en France une importance grandissante, au moins depuis le début du XXIe siècle. Enfin, c'est difficile de dater exactement depuis quand on fait référence à ses origines comme finalement à une richesse. Et donc, cette hypostasie biologique de la race fait qu'elle redevient en quelque sorte une catégorie d'analyse du vivant humain qui est, dans le vocabulaire de John Stuart Mill, un genre réel, c'est-à-dire qu'elle est, au fond, censée caractériser de façon heuristique la réalité. Un genre réel, c'est un genre qui est caractérisé par de fortes ressemblances, indépendamment des marqueurs visibles tels que, évidemment, la couleur de la peau. C'est une position donc qu'on peut appeler naturaliste au sens des sciences naturelles, bien évidemment, qui considère qu'il est fondé de diviser l'espèce humaine en un petit nombre de groupes sur la base de propriétés naturelles. Et on vient de l'évoquer, le plus souvent d'ordre génétique. Alors, incontestablement, comme l'indique la planche que vous avez sous les yeux, décoder la race et justice sociale, incontestablement, cette position naturaliste a des intentions tout à fait louables, hein. Il s'agit d'améliorer, je le disais, la thérapeutique, mais évidemment, ça se heurte à des obstacles qui me semblent tout à fait décisifs. Et parmi les obstacles décisifs, il en est un qui est l'inextricable liaison, l'inextricable imbrication du génétique et du social. L'épigénétique remet largement en question le déterminisme génétique. Et tu parlais de la prochaine invitation de Magali Besson, une de mes amies très proches et dont j'apprécie énormément les travaux. Dans un de ses articles, elle note la chose suivante, je la cite: l'épigénome renvoie à la manière dont un génome, par ailleurs relativement fixe et lu entre guillemets, c'est-à-dire à la manière dont les protéines produites sont exprimées dans le temps et l'espace. Et elle ajoute, les clés interprétatives des gènes sont potentiellement modifiées par l'environnement d'un individu, environnement toxicologique, nutritionnel, climatique, politique, etc. Voilà, fin de citation de Magali. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire influe sur les taux d'expression et d'interaction des gènes, et par conséquent, ce que l'on transmet aux générations suivantes, ce n'est pas seulement, dit-elle, le matériel génétique, mais c'est aussi une clé de lecture de ce matériel génétique. L'épigénétique, donc, est donc l'introduction, je reprends encore cette très belle expression qu'elle utilise, l'introduction du social dans le naturel. Donc, la conclusion me paraît relativement facile à tirer. Il est infondé de recourir à l'ascendance, je dirais, biogéographique pour dégager une supposée réalité biologique de la race. Vouloir donc, par la connaissance du génome, décoder la race, c'est le titre d'un ouvrage célèbre de Catherine Bliss, pour plus de justice sociale, c'est exactement son titre, hein, décoder la race, le combat
le combat du génome, en quelque sorte, je traduis mot à mot pour la justice sociale, c'est à mon avis poursuivre une chimère. Donc, en plus, ce que j'ai appelé racialisme antiraciste, car je ne doute pas, encore une fois, de l'antiracisme de ces positions-là, se heurte également, en dehors de ce que je viens d'évoquer, il se heurte à la question de la nomination, de la délimitation des populations étudiées. Et on connaît bien le rôle des anthropologues d'autrefois, du XVIIIe, XIXe siècle, encore un peu du XXe, dans l'assignation des individus à des groupes auxquels on donne des noms. Nous savons que ces groupes ont des limites floues et qu'il y a autant de diversité à l'intérieur d'un groupe qu'entre la moyenne de deux groupes. Voilà, si vous voulez, les raisons principales pour lesquelles je rejette ce racialisme antiraciste et ce recours à la notion de race comme si elle avait une réalité génétique, biologique. Ça ne veut pas dire, évidemment, je vais en parler, que je rejette évidemment la race en tant que construction sociale, ça va de soi, aucun sociologue de ce nom ne serait fondé à le faire. Alors, il y a une autre stratégie de ce racialisme antiraciste qui consiste à critiquer ce qu'il nomme l'antiracisme moral. On évoquait juste avant le début de la réunion cette question avec Anna, puisque j'ai eu l'occasion dans un article de Libération de stigmatiser un peu ce qui voulait disqualifier l'antiracisme moral au profit de l'antiracisme politique. Je nuance un tout petit peu ma position, mais vous verrez que, à mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, quelle est la nature des reproches que font les antiracistes politiques? On verra ce que cela signifie dans un instant. Aux antiracismes moraux. Qu'est-ce que l'antiracisme moral? L'antiracisme moral, pour ses adversaires, il serait coupable de se méprendre sur la nature du racisme et d'ainsi de se contenter, je cite un auteur que par ailleurs j'apprécie qui s'appelle Ouria Bentouami, de se contenter de répéter le principe universel de l'égalité des êtres humains, d'affirmer la disqualification scientifique du concept de race biologique. C'est un petit peu ce que je viens de faire, et donc je rentre bien dans cette catégorie discréditée d'antiraciste moral, de rappeler à l'envi, dit-elle, qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine, alors que l'antiracisme politique, selon elle, affirmerait deux choses fondamentales, je la cite. Premièrement, le racisme a des conditions historiques et politiques ayant présidé à son émergence et déterminant sa forme, variable au cours de l'histoire, et deuxièmement, le racisme produit des conséquences politiques. Qui ne serait pas d'accord avec ce que je viens d'énoncer? Il va de soi que je ne mets pas en question la définition, enfin l'approche, disons, du racisme dans ces termes-là. Le racisme produit évidemment des conséquences politiques. C'est une trivialité absolue. Alors, ce sur quoi j'ai un peu nuancé ma position, c'est que je vois bien, mieux que je ne l'avais dit dans Libération, que l'antiracisme moral est une expression à usage strictement polémique et qui renvoie à l'instrumentalisation par le Parti socialiste de la mal nommée marche des beurs de 83 et de sa tentative, la tentative du Parti socialiste, de faire main basse sur le mouvement antiraciste, notamment par l'intermédiaire de SOS Racisme, qui aujourd'hui ne ressemble guère à ce qu'il était à l'époque, Dieu merci. On peut par conséquent, enfin Dieu merci, je devrais nuancer aussi, on peut par conséquent comprendre la volonté de jeter aux oubliettes des associations qui sont jugées peu soucieuses de réduire les inégalités et la stigmatisation raciale dont souffrent certaines populations issues d'immigration. Il n'en reste pas moins que l'opposition entre antiracisme moral et antiracisme politique interroge. Quelle peut être la portée heuristique d'une telle dichotomie?
puisque, à mon sens, évidemment, la posture morale est, pour l'antiraciste, le point de départ d'une indignation qui doit trouver son expression politique. En réalité, derrière cette opposition se dissimule, je crois, un débat récurrent et qui va être l'essentiel de ma dernière partie, un débat récurrent qui oppose, sur un fond de malentendus durables, l'analyse du racisme colonial et celle du racisme génocidaire. Donc, je vais en reparler évidemment dans la dernière partie parce que c'est le nœud de mon intervention. J'en viens à la deuxième partie, le racisme en tant que rapport social, où je vais reparler, parce que c'est toujours nécessaire de le redire, de termes très polémiques sur lesquels, évidemment, nous ne serons pas tous d'accord, certainement, la question du racisme anti-blanc et celle du privilège blanc. Est-ce que ce concept est fondé? Alors, tout un ensemble de théorisations a rompu avec l'idée qui était largement consensuelle dans les années, je dirais, 70, chez les spécialistes du racisme, que le droit libéral était l'instrument privilégié de la lutte contre les inégalités fondées sur l'appartenance dite raciale. On l'a souvent dit, hein, l'indifférence à la différence était le fondement de cette lutte, fondement en congruence avec ce qu'on appelle généralement l'universalisme républicain qui, en France, reste largement un tabou, enfin largement incontesté. En 98, des auteurs qui ne correspondent pas à ceux que je pourrais éventuellement critiquer tout à l'heure, Pierre Bourdieu et Loïc Vacan décrivaient l'imposition de la race, l'importation, pardon, de la race dans la recherche comme une ruse de la raison impérialiste. Voilà ce que disaient en 98 Bourdieu et Vacan. Alors, je le redis, je reste tout à fait sensible à la crainte alors exprimée de biologiser le social en introduisant des catégories, comme je l'ai dit, aux contours fortement incertains. Mais tout en restant sensible à cette crainte, est-ce qu'il faut rester aveugle à la dimension racialisée des inégalités sociales? Dépasser cette alternative exige d'abord de considérer le racisme comme un rapport social. Et c'est cette problématique du racisme en tant que rapport social qui me permettra de dire ce qu'il convient, à mon sens, évidemment, de penser de la question du racisme anti-blanc. Question qui joue un rôle tout à fait significatif dans l'occultation de la nature des discriminations subies par les populations racisées. Alors, la notion de racisme anti-blanc, il faut savoir, est apparue en France au XIXe siècle et non au moment de la décolonisation, comme on le croit parfois. Elle s'inscrit dans le sillage de l'abolition de l'esclavage aux Antilles. Et elle a effectué au siècle suivant des retours ponctuels sur la scène politique dans des conditions chaque fois différentes et chaque fois suscitant des controverses extrêmement vives. Et parmi les controverses très vives récentes, se ferait référence à l'appel de 2005 contre les ratonnades anti-blancs, appel qui avait été signé, vous le savez, par des auteurs qui ont aujourd'hui des positions que je trouve extrêmement critiquables. Il y avait parmi ces auteurs-là Taguieff, il y avait Julliard, il y avait Kouchner, j'en oublie. Cet appel contre les ratonnades anti-blancs sentait déjà un parfum assez désagréable, mais il a eu la conséquence vertueuse, cet appel, d'ouvrir un débat que je crois important, un débat académique sur le concept de racisme. Et des gens que j'estime beaucoup n'ont pas les mêmes positions que moi sur cette question du racisme anti-blanc. Par exemple, on a parlé de Magali Besson, elle a fait avec Daniel Sabag une anthologie de textes essentiels du racisme chez Hermann,
et Daniel Sabag n'a pas la position que je vais défendre maintenant. Et je crois que pour avoir une position qui est fondée sur des critères stables, il convient de s'intéresser, si vous voulez, à la définition que l'on donne du racisme. Car il y a eu d'ailleurs dans AOC un texte que je me permets de vous recommander, j'ai oublié son titre, mais pas son auteur, un article de Philippe Hunnemann, un philosophe des sciences remarquable, qui a bien montré que sur cette question-là, comme sur beaucoup d'autres, tout était question de définition. Bien évidemment, selon la définition qu'on donne, on peut parler de racisme anti-blanc ou on peut ne pas le faire, et moi je ne le ferai pas pour des raisons que je vais essayer d'exprimer. Bon, l'hypothèse de racisme anti-blanc, évidemment, suppose que, pour y voir clair, que l'on désigne trois registres, si vous voulez, qui ne sont pas toujours distingués, qui mettent en avant l'un, les comportements et les attitudes, l'autre, l'idéologie, et le troisième, le système. L'hypothèse d'un racisme anti-blanc est cohérente. Évidemment, je parle de racisme anti-blanc dans les sociétés démocratiques contemporaines à majorité blanche. Elle est cohérente quand il s'agit des comportements, des attitudes. Il ne fait pas de doute que des insultes, des violences peuvent être proférées à l'égard d'individus identifiés comme blancs. Et là, on peut parler de racisme, même en l'absence d'une quelconque adhésion à une idéologie. Si on définit, encore une fois, le racisme du point de vue des comportements. Si on le considère comme une idéologie, je vais profiter de cette tripartition pour redire, parce que je m'aperçois que beaucoup de jeunes chercheurs ignorent l'apport fondamental d'Albert Memmi, pour dire ce qu'est le racisme du point de vue d'Albert Memmi. Il me semble que cette définition, qui est très ancienne, qu'il a énoncée dans la Nef en 1964, mérite qu'on s'y arrête parce que je n'en vois guère de meilleur. Il désigne le racisme comme la valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime, afin, ajoute-t-il, de légitimer un privilège ou de justifier une agression. On a une remarquable synthèse des éléments constitutifs de l'idéologie raciste. L'insistance sur des différences, qu'elles soient réelles ou imaginaires, leur valorisation au profit du raciste, leur absolutisation par la généralisation et leur caractère définitif, et enfin leur utilisation comme autrui en vue d'en tirer profit. Alors, chaque groupe humain, évidemment, est susceptible d'être perçu comme une race, d'être racialisé, et dès lors stigmatisé, c'est-à-dire racisé, dans le vocabulaire qui prédomine aujourd'hui, dans la mesure où chaque groupe humain a cette possibilité-là, si j'ose dire, si c'est une possibilité dont on pourrait se passer, mais la possibilité, évidemment, d'un racisme anti-blanc n'aurait rien non plus de surprenant dans l'absolu. Néanmoins, d'une façon générale, dans nos sociétés démocratiques contemporaines, les Blancs bénéficient en quelque sorte d'une sorte d'invisibilité qui leur permet de ne pas avoir à anticiper les réactions négatives suscitées par la stigmatisation. Donc, en tant que Blanc, d'un point de vue global, si l'on privilégie une autre définition, celle qui se fonde sur l'observation d'un système, dans le cadre des démocraties libérales contemporaines, je le répète, la réalité d'un racisme à l'égard des Blancs est plus que douteuse. On maintient dans cette approche qui privilégie le racisme donc systémique, une distinction entre, d'une part, l'expression des émotions, de la colère, du ressentiment, et d'autre part, les discriminations, par exemple à l'embauche, au logement, lesquelles sont le reflet de pratiques structurelles concrètes.
Dès lors, ma conclusion est extrêmement claire. Je crois que j'ai oublié de faire défiler mes diapositives. Les Blancs ne subissent pas un racisme institutionnalisé, une discrimination sociale à dimension historique, et donc, puisqu'ils ne le subissent pas, ils ne sont pas victimes d'un racisme systémique. On voit bien que cette conception est plus englobante que les deux précédentes et elle permet de prendre en compte l'ensemble des obstacles à la justice raciale. Donc ma conclusion, dont on pourra discuter, est que si on privilégie la dimension de système dans la définition du racisme, la notion de racisme anti-blanc, qui est d'ailleurs le plus souvent utilisée à droite, voire à l'extrême droite, même si ce n'est pas exclusivement le cas de la droite et de l'extrême droite, cette notion, à mon sens, ne tient pas la route. On en vient évidemment à la question qui très logiquement suit la question du racisme anti-blanc. Si on considère avant tout que le racisme est un rapport social, un système donc de domination qui s'exerce sur des groupes racisés par le groupe racisant, il doit être appréhendé du point de vue de ses effets sur l'ensemble de la société. Tocqueville, d'ailleurs, avait parfaitement vu cette réalité dans une phrase de la démocratie en Amérique, dans le tome 1 de 35, il disait « J'aperçois l'esclavage qui recule, le préjugé qui l'a fait naître est immobile. » Cette perspective implique d'appréhender les Blancs comme un produit de l'idéologie raciste. Ils sont blancs, je cite un article d'un ouvrage récent qui s'appelle « Racisme de France » sous la direction d'Omar Slaouti et Olivier Lecourt-Grand-Maison, un article signé Mélusine, mais Mélusine est un pseudonyme, bien évidemment. Elle dit « Ils sont blancs en tant qu'ils entretiennent un rapport de pouvoir particulier avec les groupes racisés et partagent une même expérience, celle de la blanchité, terme aussi qui pose problème, en tout cas qui soulève pas mal de questions, en tout cas des polémiques. » Alors cette analyse, si je m'y range, c'est parce qu'elle a le mérite de combattre l'occultation des fractures raciales et plus encore de comprendre que ces discriminations à fondement racial exercent également leurs effets sur celles et ceux qui en tirent les bénéfices. Ce qui n'a pas toujours été correctement souligné, à mon avis. La blanchité, c'est plus évidemment qu'une allusion à la couleur, comme on pourrait tenter de le penser rapidement. Ça désigne la façon dont certaines entités donc blanches sont construites et finalement placées en position de privilège. C'est ce qu'a montré notamment Maxime Servul dans son livre « Dans le blanc des yeux, diversité, racisme et médias ». Dans mon vocabulaire matérialiste, je dirais, les rapports sociaux de race exercent une influence sur la structure sociale et sur les consciences individuelles. Donc, les Blancs n'échappent pas, si vous voulez, à l'emprise de la racialisation. Si le blanc n'est pas une couleur, je cite Maxime Servul, il est bien le nom par lequel se dessinent les contours du racisme systémique. La blanchité, donc, doit être perçue comme une propriété, en quelque sorte. Je m'inspire ici de l'auteure américaine Cheryl Harris, qui a montré comment la blanchité, d'abord construite comme une forme d'identité raciale, devient une forme de propriété, historiquement et actuellement reconnue et protégée par le droit américain. On peut se poser la question de savoir si ce qui vaut pour le droit américain, évidemment, vaut pour le nôtre. Ça n'est pas évidemment transposable très exactement, mais l'idée générale que la blanchité est une propriété et non pas simplement donc une couleur me paraît assez riche. Et dans cette perspective, donc, malgré des utilisations à des fins polémiques, le concept de privilège blanc, qui, vous le savez, est un concept introduit aux États-Unis en 1989 par Peggy McIntosh, il n'est pas sans pertinence. Alors évidemment, on peut lui faire un grand nombre de reproches. Je vais les énoncer.
ils sont régulièrement formulés et ils ne sont pas totalement infondés, puisque le principal reproche qu'on puisse lui faire, c'est que par la disqualification éventuelle des privilégiés, on peut rendre difficile la solidarité exigée par la lutte antiraciste. Mais ignorer aussi, c'est un point qui est important également, on peut aussi, avec cette notion-là, ignorer qu'au sein de ces privilégiés supposés, il existe un très grand nombre d'inégalités. Donc il y a pas mal d'arguments, si vous voulez, qui pourraient conduire à critiquer cette notion de privilège blanc et donc la rejeter. Et en aucune façon, évidemment, elle ne peut être fondée elle peut être utilisée pour servir à stigmatiser une partie de la population, donc les Blancs. Donc, on doit être conscient que ce risque-là existe. Mais je ne disqualifie pas la notion et j'ai été convaincu, notamment par un écrivain, une écrivaine que j'apprécie énormément qui s'appelle Chloé Cormand, parce qu'elle dit clairement que le privilège blanc, ça désigne avant tout un fait social. Le privilège blanc, alors évidemment, on aurait pu parler davantage, serait pour nos oreilles républicaines, héritières de la Révolution, sonner peut-être différemment, mais le privilège blanc, dit-elle dans un très bel article du Monde de juin 2020, sert à nommer le groupe non discriminé à côté de ceux qu'ils sont. Ceux qui sont avantagés, elle utilise le terme, ceux qui connaissent le goût de la chance, cette idée que des choses heureuses ou normales arrivent par hasard, en dehors d'un effort considérable de la volonté et sans trop se poser la question de plaire ou de déplaire. Fin de citation. Ce qu'elle dit là, ça me semble tout à fait généralisable. L'introduction de certains termes, comme notamment Anna me disait qu'elle n'était pas prête à y renoncer, et moi non plus, comme le terme de racisé ou celui de féminicide, ne font que rendre visibles des préjudices qui sont déjà là. Ce sont des termes qui servent à nommer et non pas à faire advenir, servent à nommer ce qui est déjà là. Ne pas accepter certains mots, dit Chloé Cormand, ne pas accepter certains mots peut aussi signifier ne pas vouloir entendre ceux qui les ont choisis, ceux qui les prononcent, pour parler de la réalité de ceux qu'ils vivent. Et c'est précisément ce refus d'écouter, de croire, auquel il est temps de mettre fin. Eh bien, je suis évidemment à 100% d'accord avec cette conclusion que je trouve parfaitement juste. J'ajoute que cette question-là aussi, Sarah Mazouz, un auteur extrêmement talentueuse, une autrice, pardon, dit ça, c'est parce que je n'ai pas 20 ans, distingue utilement racialisation et racisation. Je l'ai déjà évoqué, mais elle dit les Blancs sont racialisés dans la mesure où ils occupent une position dans la production des hiérarchies raciales, mais ils ne sont pas racisés, ce dernier terme renvoyant à une hétérodésignation par le groupe dominant. Voilà. Ceci dit, on peut ajouter que l'hétérodésignation par le groupe dominant est très souvent reprise comme une autodésignation par le groupe dominé. Alors, je disais tout à l'heure, non, je ne l'ai pas dit à tous, je l'ai dit simplement à Anna et peut-être également à Martine qui était là, qu'on peut effectivement, comme le dit Dominique Sopo, rejeter le terme. Alors, je partage l'état d'esprit de l'article de Dominique Sopo du Monde d'aujourd'hui, dont je vous recommande la lecture, même si je suis en désaccord avec un certain nombre de ses conclusions, mais il dit, et je comprends pourquoi il dit ça, l'antiracisme ne peut jamais être une séparation, mais toujours un effort pour suivre un objectif ambitieux, la conquête de la rencontre de l'autre sur un pied d'égalité. Aussi douloureuse et complexe soit cette conquête,
elle ne peut en aucun cas se faire par un effondrement sur l'intime, parce qu'il parlait des rencontres réservées aux racisés, notamment à ce qui s'est passé dans l'affaire de l'UNEF, ce n'est pas nouveau puisque ça avait été déjà débattu à maintes reprises. C'est ce qu'il appelle l'effondrement sur l'intime, ou par un faux parallélisme guidé par la rancœur. Et ce faux parallélisme, dit-il, c'est le suivant: puisque la société nous soumet au racisme, renvoyons-lui la race en y adhérant pleinement. Bon, alors, il est en désaccord avec ça, mais il décrit quelque chose d'intéressant parce que je crois que c'est ce qui se passe, puisque finalement, la société nous soumet au racisme, eh bien, nous réclamons, ça n'est que reprendre une attitude très ancienne, hein, qui a inventé le concept de négritude, par exemple, ça n'est pas d'aujourd'hui, hein, on adhère pleinement, si vous voulez, à cette identité-là. Bon, la race, incontestablement, reste un principe de division du monde social, et l'ignorer, à mon sens, c'est en quelque sorte, je reprends l'idée qu'exprimait Chloé Cormand, l'ignorer, c'est consentir à la perpétuation des injustices, et c'est ce refus de consentir qui est au principe de la critique décoloniale. Je suis déjà donc arrivé, enfin déjà, je ne sais pas si vous pensez comme moi que c'est déjà, à ma troisième partie, donc, des invariants du racisme. Et je crois que si on souhaite conserver l'universalisme comme horizon, il importe de prendre au sérieux les critiques qui lui sont adressées. Et dans le cadre de cet exposé, que je croyais plus bref qu'il ne se révèle être, je me limiterai à l'analyse de la contestation décoloniale, de loin la plus systématique et la plus élaborée. Le premier objectif est bien entendu de comprendre sans caricature, ce qui n'est pas toujours le cas, ce que le décolonialisme exprime. Alors, en disant décolonialisme au singulier, déjà je me sens mal à l'aise parce que, évidemment, c'est vrai de toutes les écoles de pensée riches, ce sont toujours des écoles extrêmement diverses. Et par exemple, entre quelqu'un comme Dussel et quelqu'un comme Grossfogel, qui sont des auteurs souvent cités, il n'y a pas grand-chose en commun. Alors, je vais examiner tout de même les limites de la réponse décoloniale, de la critique décoloniale. Il faut savoir que pour les auteurs décoloniaux, 1492 est privilégié comme le moment des débuts de la modernité, et donc de sa critique, puisque la modernité n'est pas distinguée de l'instauration de l'ordre colonial. Il faut souligner que cette date, si elle marque la découverte évidemment du Nouveau Monde, est aussi celle de la fin de l'islam en Espagne. De nombreux auteurs ont d'ailleurs noté ce rapport consubstantiel entre colonie et islam. C'est au moment où les musulmans sont chassés d'Espagne que la modernité raciste est supposée commencer. La colonialité, dans la vision décolonialiste, la colonialité n'est pas une conséquence de la modernité, elle est constitutive de celle-ci. Et c'est l'émergence du commerce transatlantique triangulaire qui est à son fondement. Cette thèse se fonde sur une réalité factuelle. C'est bien lors de cette période que va effectivement se forger une identité européenne, celle du nous contre le reste du monde. Je vous prie de m'excuser un instant, mais ma fille n'a pas l'air de se rendre compte que je suis en train de parler, et je ne sais pas si... Donc, la réalité factuelle, c'est donc, je disais, que c'est à cette époque que l'identité européenne se fonde en quelque sorte sur le nous contre le reste du monde, et c'est ce nous contre le reste du monde qui justifie l'asservissement des Noirs au nom de leur supposée infériorité. Alors, la critique décoloniale est une critique qui devient très vite éradicatrice, puisqu'elle implique que la différence coloniale traverse de part en part les grands récits d'émancipation produits par la modernité occidentale. Elle construit dès lors une épistémologie précisément dite occidentale, qu'elle renvoie à sa dimension locale, et dont la philosophie, les sciences sociales
sont des incarnations. Rendre compte de l'expérience du sujet colonial et racialisé, ça implique pour le décolonialisme de rompre avec les grandes conquêtes de la pensée occidentale, et non comme l'ont fait la plupart des grands auteurs dits post-coloniaux, et non d'intégrer les auteurs d'autres continents que l'Europe et l'Amérique du Nord dans l'histoire de la pensée. La rupture, évidemment, est tout à fait radicale ici. Alors, s'il est incontestable qu'il existe de ce qu'on appelle désormais des injustices épistémiques qui se caractérisent par des inégalités d'accès selon l'appartenance raciale ou l'appartenance de genre aux positions académiques d'autorité, ça ne fait pas de doute. Est-ce qu'il faut pour autant accepter l'idée d'une différence de nature entre l'Occident et les restes du monde? Pour Grossfogel, que je citais tout à l'heure, Ramon Grossfogel, qui est un auteur proche, il a participé à la fondation d'ailleurs du Parti des indigènes de la République. On confond d'ailleurs, je précise, bien souvent ici, indigénisme et décolonialisme. Si les indigénistes du Parti des indigènes de la République, parce que l'indigénisme a aussi d'autres sens, sont des décoloniaux, les décoloniaux ne sont pas dans leur très grande majorité des indigénistes. Mais c'est le cas en tout cas de Ramon Grossfogel, qui est extrêmement influent. Pour lui, même les discours des droits, y compris celui des droits humains, font partie des conceptions globales impériales, je le cite. Dès lors, les auteurs décoloniaux, dans leur radicalité, n'ont que faire de la solidarité de la gauche européenne ou américaine, même si cette gauche reconnaît l'existence des préjudices et des humiliations sous le prétexte que l'on peut considérer comme tout de même relativement douteux, qu'une tare originelle la rend suspecte. D'une façon générale, d'ailleurs, la tradition du libéralisme politique est rejetée car elle serait incapable de penser la diversité sans reconduire la hiérarchie. Alors, je ne peux pas m'attarder sur ce point, mais la thèse décoloniale suppose une certaine méconnaissance, là encore, de l'hétérogénéité profonde de la pensée libérale. Je dirais que chez Kant, la différence n'est envisagée certes qu'en tant qu'elle est vouée à la disparition, mais ça n'est absolument pas le cas chez John Stuart Mill, qui est un grand penseur de la diversité. Donc la question que je poserai, c'est de savoir s'il faut rejeter l'universalité du savoir en raison de cette méconnaissance réelle des altérités épistémiques. Et une réponse positive conduirait à réduire l'épistémologie à ses conditions d'apparition. Comme le dit mon ami Francis Wolff, est-ce qu'on va considérer que l'algèbre est une science abbasside parce qu'elle est née en Irak? Évidemment pas. L'objectivité dans ces conditions-là ne pourrait être obtenue que si le chercheur s'appuyait sur sa propre expérience. C'est-à-dire que seules les femmes pourraient parler des femmes, les noirs des noirs, les juifs des juifs, etc. On en vient donc à confondre l'objet d'étude et l'identité du chercheur. Et donc, cette perspective identitaire ne me semble pas pouvoir être tenue. C'est en passant d'ailleurs le refus du travail de l'ethnologue, puisque l'ethnologue pratique en général l'observation participante, c'est le refus également de l'histoire lorsque les protagonistes ont disparu. Nous sommes donc très proches d'une opposition qui est un peu caduque et un peu ancienne entre sciences prolétariennes et sciences bourgeoises. On accorderait alors une importance considérable aux appartenances originelles au détriment de la souveraineté de l'individu. Ce n'est pas, à mon sens, en déconstruisant les grands récits issus des Lumières, le récit républicain et le récit de la lutte des classes, au profit d'un récit dit postmoderne, car l'influence postmoderne est incontestable dans le décolonialisme, axé sur la reconnaissance de l'ethnicité, de la race, des minorités visibles, que l'on tiendra à distance l'essentialisation. Et sur ce point encore, Albert Memmi nous est extrêmement précieux. Dans un article de 1971,
publié dans le New York Times, qui s'appelle « La passion du docteur Frantz Fanon », il écrit ceci: « La plupart des hommes dominés, lorsqu'ils ont compris l'impossibilité de l'assimilation aux dominants, reviennent à eux-mêmes, à leur peuple, à leur passé, quelquefois avec une violence excessive et en embellissant ce passé et ce peuple jusqu'au mythe. Et c'est ainsi, c'est moi qui l'ajoute, que se dissout l'exigence universaliste. » Il ne s'agit pas pour autant, malgré cette critique du décolonialisme et de son relativisme, de son différentialisme, il ne s'agit pas pour autant de méconnaître la domination de race. C'est au nom de l'universalité de la lutte anticoloniale que l'on apportera une réponse convaincante à l'entreprise de liquidation des récits occidentaux de l'émancipation telle que le décolonialisme l'a conduit. Cette réponse impose de reconnaître donc la domination, non, ça a bougé trop vite, de reconnaître la domination de race. Bien qu'elle soit, comme chacun le sait, socialement construite, elle n'en demeure pas moins réelle et elle s'énonce, elle s'exerce parce que la différence observable est en définitive naturalisée. Les individus sont enfermés dans des appartenances dont ils ne peuvent s'émanciper. C'est ainsi que j'interprète le point de vue d'un philosophe pour qui j'ai la plus grande admiration, qui s'appelle Anthony Appiah, qui est partisan, lui, de l'élimination du mot race du vocabulaire. Mais Appiah, quand on regarde de près, n'adhère à cette conception éliminativiste que sémantiquement. Parler de race, dit-il, entretient le racisme et l'on ne saurait lui donner totalement tort en songeant aux connotations essentialistes du terme telles qu'elles étaient défendues par les naturalistes d'autrefois, pour qui l'appartenance à une race renvoyait à un ensemble de caractéristiques psychologiques et morales. Mais Appiah, et c'est l'essentiel à mon sens, reconnaît ce qu'il appelle des identités raciales, lesquelles sont le produit de l'assignation subie. Et il écrit la chose suivante: on peut avoir besoin de comprendre ce qui se dit de la sorcellerie dans une culture qui possède un tel concept, afin de comprendre comment les gens y réagissent sur le plan cognitif et sur celui de l'action, et cela que l'on croit ou non à la réalité des sorciers. Bien entendu, donc, la race est ici comparée à la sorcellerie. Dans cette perspective, l'étiquette raciale produit des effets sociaux et psychologiques qui influencent fortement le destin individuel. Appiah parle notamment de l'identification pour désigner le processus par lequel l'individu conduit ses projets, conduit sa vie et élabore sa conception du bien en se référant aux étiquettes et aux identités à sa disposition. C'est de cette façon que s'opère ce que Ian Hacking nomme la fabrication des gens. De nombreuses sortes d'êtres et d'actes humains, dit Hacking, font leur apparition dans le mouvement même où s'inventent les catégories par lesquelles on les désigne. Ce processus d'identification façonne les actes intentionnels de ceux qui la portent, même si certains peuvent y échapper. L'analyse d'Appiah entre en congruence avec celle de Jean-Frédéric Chaube, un historien contemporain, qui fait remarquer que les Africains déportés aux États-Unis et leurs descendants ne sont devenus noirs qu'au terme d'une nomination coloriste émanant du groupe blanc. Face à eux, les immigrants européens se sont progressivement constitués comme blancs. Et c'est à partir de ces désignations qu'ont pu être produites ces catégories. Bien évidemment, ces assignations externes sont compatibles avec, je le disais tout à l'heure, l'appropriation de ce catalogage par les sujets racisés. Il y a une sorte de dimension tragique dans la mesure où les victimes du racisme parfois corroborent par le recours à des généalogies
plus ou moins douteuses, ce qui constitue, j'en viens à l'essentiel, c'est pas trop tôt, la démarche même, la marque même de la démarche raciste, la recherche d'une trace indélébile dans le sang de celui que l'on veut exclure. Je fais évidemment référence ici au statut de pureté de sang sur lesquels Henri Méchoulan a dit dans un livre fondamental en 79, l'essentiel, le livre s'appelle « Le sang de l'autre ou l'honneur de Dieu, Indiens, Juifs et Morisques au siècle d'or ». Dans cette perspective, il est permis de ne pas dissocier le racisme colonial de l'antisémitisme, ce qui ne veut pas dire évidemment refuser de reconnaître leur spécificité. Cette position est aussi celle explicitement d'Aimé Césaire. Dans son célèbre discours sur le colonialisme, un discours de 50, réédité en 55, il affirme que le nazisme a appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont, je le cite, ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Césaire inscrit donc l'histoire de l'extermination des Juifs à l'intérieur de celle de la domination coloniale. Attention évidemment à ne pas en déduire qu'il faisait du colonialisme une entreprise génocidaire semblable à celle du nazisme. Ce qui importe de reconnaître ici, c'est que le crime colonial et le génocide des Juifs s'accomplissent au nom des mêmes théories racialistes. Mais Sartre y avait insisté dans sa récusation de la notion de race, laquelle n'était pour lui, vous le savez, qu'une couleur de peau. À cette couleur, le noir ne pouvait échapper, tandis que le juif, je cite Sartre, blanc parmi les blancs, peut nier qu'il soit juif et se déclarer un homme parmi les hommes. J'ajoute, on le mentionne assez rarement, je crois, qu'au sein même des études décoloniales, un auteur qui s'appelle Lewis Gordon, qui est né en 62 en Jamaïque, est l'auteur de Réflexions sur la question afro-juive. Un livre publié en français, non, c'est-à-dire c'est pas un livre, c'est un article, excusez-moi, publié en français en 2011 dans la revue Pluriel. On peut donc en déduire que ce qui caractérise fondamentalement la pensée raciale, lorsqu'elle est confrontée à la non-évidence de traits phénotypiques, est la hantise du mélange, la mixophobie, la mixophobie, pardon, excusez-moi, ou encore l'angoisse d'indistinction. Devant l'invisibilité des distinctions, elle cherche à en révéler d'autres que, selon la formule excellente de Jean-Frédéric Chob, l'œil n'identifie pas. Elle produit de l'altérité là où l'évidence est absente. C'est cette hantise qui rend compte du recours obsessionnel à la généalogie, dont on attend, comme cela a pu être observé pour les Juifs dans l'Espagne médiévale, qu'elle nous dise, en la réduisant à un élément du lignage, la vérité de la personne. Considérer donc la mixophobie comme le trait distinctif du racisme n'est pas bien évidemment une idée nouvelle. Mais je voudrais insister sur le fait que ce trait semble être le seul qui autorise le rapprochement entre racisme colonial et racisme génocidaire. Ce rapprochement, on peut aussi en voir dans l'excellent livre d'Aurélia Michel, Le monde en nègre et blanc, un exemple, enfin des tas d'exemples saisissants. C'est un livre qui aussi insiste sur cette hantise du métissage dans le racisme colonial. Alors qu'on avait le plus souvent opposé l'un à l'autre, selon le modèle qu'avait exposé notamment Jeanne Hersch en 67. En situation coloniale, on observe, me semble-t-il, la même angoisse devant le possible mélange, devant le risque d'une dégénérescence par simple contact. Je me permets de faire une recommandation d'un livre magnifique que je viens de lire, qui est un livre d'une écrivaine américaine jeune, elle a 30 ans, qui s'appelle Brit Bennett, et qui s'appelle, j'oublie toujours, Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs. C'est un livre absolument magnifique dans lequel elle montre que, à l'époque de la ségrégation, les Blancs confiaient volontiers leurs enfants et leur nourriture aux Noirs,
mais ils ne supportaient pas de les croiser dans les piscines. C'est tout à fait intéressant, je crois. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de risque de dégénérescence par simple contact, le fait qu'on est baigné dans la même eau, en quelque sorte. Donc, il est permis, à mon avis, de faire des statuts de pureté de sang le processus matriciel de racialisation. Le principe d'égalité, lequel par nature s'oppose à la pensée raciale, nourrit la crainte d'une confusion des conditions. Et la race, dès lors, joue son rôle de ligne de séparation de façon très redoutable. Le racisme, certes, produit la discrimination, mais si la discrimination vient disparaître, il reste la stigmatisation, c'est-à-dire les représentations négatives et les jugements dévalorisants. C'est ce qu'a bien montré l'économiste américain Glenn Loury, qui a dit la chose suivante: alors que la discrimination renvoie au traitement d'autrui, le stigmate touche à son être même. Cette distinction est assez fondamentale, et en particulier si on veut comprendre les réactions qui sont exprimées à la suite de la mort de George Floyd. Comme Appia le dit de façon très claire, l'identité raciale pourrait perdurer même si personne ne croyait plus aux essences raciales, pourvu que perdure assignation et identification. D'où l'urgence, évidemment, d'un projet politique de transformation structurelle de nos sociétés qui viserait à vous m'avez compris, à désinstitutionnaliser les hiérarchies injustes, c'est-à-dire à prendre conscience du rôle que jouent les institutions dans la production des mécanismes discriminatoires. Pour cela, dans l'exemple américain, mais qui vaut largement pour la France, l'auteur, à mon avis, fondamental, c'est Nancy Fraser. Bon, alors est-ce qu'il est naïf de penser que l'approche proposée ici, qui privilégie un même mécanisme pour rendre compte de la structure élémentaire du racisme, pourrait, en relativisant la concurrence victimaire, dessiner un chemin pour la lutte antiraciste qui serait fait de causes communes, hein, selon le titre du beau livre de Nicole Lapierre, plutôt que de révoltes singulières. Car nous l'avons trop souvent négligé, évidemment. Nous sommes ce que nous sommes, Français, Chinois, Indiens, que sais-je, par hasard, mais nous sommes essentiellement humains. Et en raison de cette essentielle appartenance à l'humanité, c'est le philosophe du cosmopolitisme qui parle, nous croyons nécessaire de poser un lien fort entre anthropologie et politique, que Louis Dumont a assez sobrement exprimé en disant la chose suivante: à la réflexion, on reconnaîtra, je pense, qu'il est impossible de subordonner tout à fait l'universalisme sans détruire l'anthropologie, et on relèguera à la place qui leur revient les rêveries sur une multiplicité d'anthropologies correspondant à la multiplicité des cultures. Bref, l'antiracisme ne peut se priver de l'exigence universaliste, laquelle est anthropologiquement nécessaire. C'est un point que je ne peux pas aborder. Je me suis totalement trompé sur la durée de mon exposé, Anna. J'avais dit que ça durait 3/4 d'heure et on est beaucoup plus proche de l'heure, je crois. Merci de votre attention. Je suis désolé d'avoir été un peu rapide sur la fin. Merci, merci infiniment, Alain. C'était vraiment fascinant et ultra riche. Là, c'est la première fois que je prends autant de notes, donc c'est vraiment. Bon, je me dis qu'il est parti des choses que tu as citées, ce sont des choses qu'on peut retrouver éventuellement dans le livre. Donc, je renvoie tout le monde à ton livre une fois de plus, hein, l'inquiétante familiarité de la race, mais sans doute tu cites encore des choses qui n'y s'y trouvent pas. Oui, ben alors, je vous remercie pour votre exposé que j'ai trouvé très intéressant. J'ai aussi pas mal de questions, mais je vais peut-être me limiter pour que les autres aient le temps aussi d'en poser. Je vous ai suivi sur pas mal de points. Il y a un point sur lequel je ne vous ai pas suivi, sur la question du privilège blanc, parce que ça m'a fait penser à mes cours d'histoire et à la Révolution française avec l'abolition des privilèges. Et je me suis dit, bon, quels sont les privilèges dont bénéficient actuellement les Blancs qu'il s'agirait d'abolir, quoi. J'ai l'impression que ce concept de privilège blanc, bon,
ne sert pas à grand-chose et en plus, je pense, n'aide pas à ce que la question de la lutte contre le racisme, c'est l'affaire de tous, des Blancs comme de ceux qui sont victimes du racisme, quoi. Donc, sur ce point-là, je ne vous ai pas trop suivi. Il y a une question que vous n'avez pas abordée, qui est une question d'actualité, c'est la question de l'islamophobie, quoi. Bon, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, je voudrais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Pour moi, il est clair que l'islamophobie est une réalité. Alors, l'islamophobie, bien entendu, comme racisme contre les musulmans. Parce que le problème que je vois à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des amalgames qui se font, c'est-à-dire que certains ne veulent pas entendre parler d'islamophobie parce qu'ils mettent derrière ça la critique, le refus de la critique de l'islam, qui n'est pas ça. D'autres disent que ceux qui luttent contre l'islamophobie, c'est pour favoriser l'islamisme, quoi. C'est bien que, bon, on stigmatise ceux, par exemple, qui participent à des manifestations contre l'islamophobie. C'est quand même, je trouve que c'est quand même grave, quoi. Et puis, un dernier point, j'ai trouvé intéressant ce que vous avez dit sur le lien entre le racisme colonial et l'antisémitisme. Ça me semble une question intéressante. Et sur l'universalité du racisme par rapport à ça. Et j'ai toujours, il y a quelque chose qui me gêne tout le temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'on parle toujours de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas, quoi. L'antisémitisme, ça fait partie du racisme. Et on ne devrait pas parler de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est faire un peu entrer dans le jeu de la concurrence victimaire, quoi. Donc, je voudrais savoir un peu vos points de vue sur toutes ces questions. Merci. Merci Guy. Alain, ça servirait bien. Si tu t'as muté, voilà, essaye de démute-toi, s'il te plaît. Sinon, c'est moi qui réponds à ta Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, je disais merci beaucoup de ces questions et de l'attention que vous m'avez accordée. La notion de privilège blanc, c'est certainement, comme je l'ai dit, un terme qui peut prêter à débat et on aurait parlé davantage, on aurait probablement eu moins de débats contradictoires, moins de polémiques là-dessus. Mais pour répondre à votre question et l'énoncé des privilèges, par définition, c'est impossible puisque c'est en soi qu'être blanc est un privilège. Et donc, on ne peut pas énoncer des privilèges spécifiques. C'est une propriété, selon l'écrivaine américaine, enfin la sociologue américaine qui s'appelle Harris, une propriété qui donne en quelque sorte des avantages dont on n'a même pas conscience. Donc le privilège, si vous voulez, c'est celui d'échapper à un certain nombre de choses auxquelles les racisés sont soumis. C'est en quelque sorte un privilège par antagonisme, par opposition à ceux que doivent subir ceux qui n'ont pas ce privilège. Et encore une fois, la formulation de Chloé Cormand m'a paru juste. On a là, plus qu'un concept qui ferait advenir un phénomène, on a là la description d'une réalité que l'on peut percevoir quotidiennement. Chacun de nous a fait l'expérience de situations où près de lui, des personnes à la couleur de peau un peu foncée étaient victimes de contrôle, tandis que moi j'ai travaillé longtemps et je continue parfois à travailler à la station Château d'Eau, rue du Faubourg Saint-Denis, où c'est une population très bigarrée et les contrôles policiers sont relativement fréquents, les contrôles au faciès. Rentrant dans le métro un jour, tout le monde était contrôlé. Je m'apprêtais à sortir ma carte d'identité et être contrôlé. On m'a fait signe de passer sans que j'aie eu à montrer quoi que ce soit, alors que tous les Noirs, Arabes, voire Kurdes, Turcs, etc., parce qu'ils avaient la couleur un peu foncée, étaient contrôlés. Ça, c'est incontestablement un privilège d'une trivialité consternante, je vous l'accorde, mais c'est néanmoins un privilège. Mais enfin, on peut ne pas être convaincu parce que la notion comporte effectivement des inconvénients, le fait de pouvoir laisser croire qu'au sein des privilégiés, les inégalités n'ont plus d'importance alors qu'elles sont fondamentales. Être blanc sans plus de précision, je vous concède que cela peut être relativement trompeur. Alors, sur l'islamophobie, ce que je pense d'un concept très ancien, vous savez, il a été inventé au début du XXe siècle par les administrateurs décoloniaux, par Maurice Delafosse notamment, dans un sens d'ailleurs positif, c'est-à-dire il convenait de ne pas être islamophobe. Au même moment, d'autres administrateurs coloniaux
voulait se réclamer l'islamophobie. Alors évidemment, il a ressurgi à partir de 79, instrumentalisé par la révolution iranienne. On sait bien à quoi il a servi, puisque le recteur de la mosquée de Paris était un islamophobe aux yeux de l'ayatollah Khomeini. Alors, il est incontestable que le terme est ambigu. On ne peut pas se priver d'une critique rationnelle de toute religion, de l'islam tout autant que n'importe quel autre. Mais c'est vrai que quand on lit le rapport annuel de la Commission consultative nationale des droits de l'homme, on voit que désormais, alors qu'il y a eu un long débat sur ce terme, désormais le terme est admis comme synonyme de racisme anti-musulman. On peut voir aussi qu'il est revendiqué de façon un peu ambiguë par certaines associations, notamment ce fameux collectif qui a été dissous, mais néanmoins, je crois que le pli est pris, le terme est mal formé puisqu'il a été formé sur le modèle de judéophobie, il est mal formé puisqu'il n'y a pas exactement les mêmes ingrédients, mais à mon sens, c'est un combat d'arrière-garde que de vouloir le réformer aujourd'hui. Alors, sur la distinction racisme colonial et antisémitisme, je retiens que vous approuvez mon point de vue, mais que vous ne comprenez pas pourquoi, dans un certain nombre de mouvements, on maintient le mot antisémitisme. Ça a été un débat historique important, hein, et bien souvent, l'ambiguïté a régné. Il s'est agi bien souvent de ne pas comprendre la nature de l'antisémitisme. Si vous voulez, je n'ai pas d'opposition. L'antisémitisme est un racisme. Si vous voulez que soyons d'accord, je vais vous dire ça, l'antisémitisme est un racisme. Mais tout racisme a ses spécificités. Et dans le débat sur la question des noms des mouvements, bien sûr, le MRAP a d'ailleurs renoncé à ça, hein, vous le savez, après avoir commencé par utiliser le mot antisémitisme. Dans le débat, bien souvent, on veut réduire l'antisémitisme à une figure bien connue, et en l'occurrence, ne pas voir la spécificité. Et qui dit, enfin, je veux dire que dans la démarche historique, la comparaison est fondamentale. On ne peut pas dégager la spécificité d'un phénomène si on ne perçoit pas, si on refuse la comparaison. Donc, l'antisémitisme est parfaitement comparable à toute forme de racisme, mais néanmoins, il a des traits singuliers, et en particulier ceux que Sartre a émis et que je me suis permis de citer. Je crois que la formule de Sartre, que je n'ai plus sous les yeux, me paraît excellente. L'absence de reconnaissance immédiate du juif crée un sentiment antiraciste, un sentiment raciste, pardon, tout à fait spécifique. Merci beaucoup Alain pour ça, merci Guy pour la question. Je pense qu'on va revenir à la question de la mixité qui est derrière aussi et à cette disparition potentielle du juif dans la société, etc. C'est une question fondamentale et j'espère justement que Fabrice Olivet va nous en dire quelque chose parce qu'il est avec nous. Merci infiniment Fabrice d'être là, super. En revanche, avant de te donner la parole, je donne la parole à Madame Brigitte Stora qui a levé sa main avant. À mon amie Brigitte Stora. Et qui n'a pas remis son micro. Voilà, ça y est. Alors, oui. Bonjour Brigitte. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah d'accord, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Alain pour ce bel exposé. Bon, j'ai quelques réflexions comme ça un peu en vrac, hein, je n'ai pas vraiment réfléchi. Mais des petites choses, bon, notamment, évidemment que la question derrière de l'universalisme rejoint la question sociale. Hein, ça, on est vraiment, je crois, tout le temps sur... c'est pour ça, moi, que, par exemple, bon, la fameuse phrase de Chloé Corman, elle ne me satisfait pas complètement parce que je pense qu'elle pourrait précisément s'appliquer à la dimension sociale. Il est évident que quand on est issu d'une condition modeste, quand on est né de l'autre côté du périph', etc., on ne pense pas non plus que les choses nous sont dues. On a exactement les mêmes... donc, bon, là, je pense qu'il y a quand même un espèce de point aveugle dans toute cette problématique décoloniale parce qu'elle vient reprendre les mêmes termes sans forcément
je ne sais pas comment dire, sur la question du privilège blanc, par exemple, et sans rentrer dans des grandes polémiques, moi je pense que le terme est juste et qu'il est un piège en même temps, parce que le privilège, en réalité, n'est pas un privilège dans le sens du plus, mais il l'est dans le sens de ne pas se poser la question de. Je ne sais pas comment dire. Mes fils ne se posent pas la question du viol, c'est normal. Ma fille, oui, voilà. Ça, est-ce que c'est un privilège? Je ne sors pas avec mes papiers d'identité, c'est la vérité. Un jeune noir, oui. Donc ça, c'est une réalité, mais les mettre du côté du privilège, c'est-à-dire ça fait tout de suite des références à un imaginaire qui, pour le coup, invalide les choses. Le privilège, effectivement, c'est la Révolution française. Alors, sur la question de l'imaginaire, il y aurait beaucoup à dire. 1492, c'est aussi la date d'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique. La question de la pureté du sang, c'est la limpieza de sangre qui a commencé précisément avec les Juifs à ce moment-là aussi, enfin juste après, avec les Maranes. Donc la question de la concurrence mémorielle, en réalité, je trouve qu'elle est quand même dans un certain logiciel qu'il faudrait interroger. Parce que quand tu cites Aimé Césaire, pour lequel j'ai bien sûr une grande admiration, quand il parle des Juifs, on a l'impression que là aussi, il y a quand même un point aveugle sur toute la longue histoire des Juifs qui ne commence pas avec la Shoah, qui est une longue histoire d'expropriation, de spoliation, etc., et pourtant qui ne rejoint pas les damnés de la terre, qui ne rejoint pas la question des peuples opprimés, dominés, etc., parce qu'il y a un imaginaire tenace qui continue à les situer du côté du pouvoir. Une fois que j'ai fait toutes ces critiques, je pense que la critique décoloniale est fondamentalement importante et essentielle justement sur la question de l'imaginaire, c'est-à-dire de ce qu'on continue de comment ça imprègne les représentations, même une fois qu'il y a eu les décolonisations, même une fois que les grandes... Voilà, ça continue à imprégner, et ça on le voit, c'est vrai, au quotidien. Il y a un imaginaire donc raciste qui est, oui, structurel. Ça ne veut pas dire qu'il y a un racisme d'État, mais il y a quelque chose de structurel qui appartient à quelque chose d'archaïque, qui continue. C'est la même chose pour les Juifs. Et là aussi, au lieu d'une concurrence mémorielle délétère, on devrait pouvoir, à l'instar de ce que écrit d'ailleurs David Nirenberg, il y a un vieil imaginaire archaïque de l'antijudaïsme qui continue effectivement à avoir des effets. Et le pire dans ces histoires-là, pour l'imaginaire raciste ou pour l'imaginaire antisémite, c'est qu'ils fonctionnent comme idéologie. Et donc, par définition, on ne sait même pas que ça existe. Voilà. Voilà, je laisse la parole. Enfin, c'est plus un commentaire qu'une question. Enfin, je ne suis pas en désaccord avec tout ce que tu as dit, mais je suis aussi profondément d'accord avec ce que je lis de Fidelia Ibekwe, si je prononce correctement, parce qu'en plus, je vois mal sur mon écran. Je crois qu'elle justifie à elle seule la notion de privilège blanc. Enfin, ce commentaire le justifie. Je ne crois pas qu'il faille se battre sur cette notion de privilège et passer de la critique de la notion de privilège à la spécificité de l'antisémitisme. Je ne suis pas certain que mon exposé, j'allais dire, mérite que l'on aborde le problème ainsi, parce que je ne nie pas que l'antisémitisme soit spécifique, comme le racisme antitoire est spécifique, comme le racisme anti-arabe est spécifique. Ranger l'antisémitisme dans une catégorie à part, ça peut parfaitement se défendre, mais ce qui m'importait, moi, aujourd'hui, c'était de montrer précisément les similarités en cherchant la structure élémentaire qui est la hantise du métissage. Et donc, dans ces cas-là, dans ce cadre-là, je ne me suis pas attardé à déterminer ce qui rendait l'antisémitisme spécifique. Ce n'était pas mon propos. Mais merci de ce commentaire, Brigitte, toujours inspiré.
Merci beaucoup pour cet échange très, très intéressant et merci pour le commentaire des Fidélia sur le chat, évidemment très pertinent et très en phase avec ce que Alain a dit à l'instant. Cher Fabrice, c'est à toi. Oui, eh ben merci Anna de me donner la parole, mais je sais vraiment pas par quoi commencer, parce que tout ce qui a été évoqué, c'est au cœur des préoccupations que j'ai mis dans ce livre. Après, sur la question de la pureté, c'est vrai que ça me renvoie à un précédent essai que j'avais écrit sur la question métisse. Et j'avais fait le parallèle entre le fait que l'extermination des Juifs européens n'était jamais appréhendée sous cet angle enfin en tout cas rarement, sous l'angle de la hantise du métissage et quelque chose qui était imputé à la République française aussi. Hein. Et j'avais parlé de l'exécution des tirailleurs pendant l'invasion de juin 40, qui ont été exécutés un peu dans les mêmes conditions que pendant la Shoah par balle, et à mon avis un peu pour les mêmes raisons, même si ce n'était pas théorisé de la même façon. Mais là, on sort un peu du sujet. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cet entretien, c'est la question du fait que le mot racisé soit quelque chose d'hétéronormé. Ça, j'en parle dans le livre, parce que je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, si, c'est vrai pour raciser, mais c'est sans doute pas tout à fait vrai dans la manière dont les personnes concernées par le racisme se voient eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai vraiment centré le livre sur une expérience du corps. Et cette expérience du corps, elle peut être très narcissique aussi, basée sur des choses positives et pas du tout sous l'angle de la discrimination. À mon avis, c'est le sens aussi de la négritude. Ce n'est pas seulement l'inversion du stigmate. Hein. Il y a beaucoup de choses dans la culture africaine-américaine, par exemple, qui vont dans le sens d'une communauté mise en valeur. Et ça, c'est complètement invisibilisé en France. Et je pense que c'est un des gros problèmes, d'où la place d'ailleurs de l'islam militant souvent, parce que là, l'islam militant, lui, il a les outils conceptuels pour valoriser ce type de choses. Sur la concurrence des mémoires, le mot a été prononcé aussi. Je sais que c'est un sujet très compliqué et très difficile, hein, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que parmi nos jeunes générations, ou moins jeunes d'ailleurs, parce que moi c'est mon cas, les gens qui sont nés en France et de parents afrodescendants, vous ne pouvez pas les empêcher d'avoir cette idée d'une sur-visibilité de la Shoah, et surtout, j'en ai parlé dans le livre, par rapport à la place de l'État. C'est difficile de parler de ça, parce que c'est des sujets extrêmement brûlants, mais la place de l'État n'est pas la même quand on est tué, ou on a déploré des violences, effectivement, qui vont jusqu'au massacre de la part de terroristes, ou alors quand c'est de la part de la police. C'est pas... Et d'autant que ça a été dit, dans le peuple juif a cette mémoire d'une violence de l'État qui n'est pas si lointaine pour nous, hein, si on se réfère à toute l'expérience, y compris en France, de Vichy. Donc voilà, il y a l'expérience du racisme aussi comme expérience du corps. Ça, c'est plus mon bagage de militant de la réduction des risques et l'usage de drogue. J'en ai parlé. J'ai fait ce lien. Le racisme, c'est aussi une expérience du corps. Et quand on est... Alors, j'ai la chance, enfin, je ne sais même plus si c'est une chance d'ailleurs d'être métisse, mais quand on est à la fois blanc et à la fois noir, quand on va en Afrique noire, on a une expérience en tant que blanc, qui est tout à fait traumatisante. Hein. Pas traumatisante au sens où c'est une souffrance, pas du tout, parce que ça ne s'apparente pas du tout à des choses de l'ordre de la pénalisation, bien au contraire, mais on se rend compte que qu'est-ce que c'est que cette chose qui est immédiate et intime. Hein. C'est vraiment des gens, voire des enfants, voire des bébés qui vous mettent à une place et qui l'expriment avec les sens, quoi, avec la vue. Enfin bon, voilà, c'est un truc, ça aussi, qui n'est pas nécessairement toujours bien vu en France, qui est quand même le pays du color blindness, hein, comme disent les Américains. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans votre article, hein, monsieur
dans un article que j'ai lu de vous, hein, je n'ai pas lu votre livre, Monsieur Polica, sur la révolution génétique, on n'en parle jamais, mais je sais qu'en matière de drogue, par exemple, dans la lutte contre les addictions, les chercheurs en sciences dites exactes, dites dures, sont sur des concepts depuis cette brain decay des années 90 qui reviennent sur le tabou absolu de l'hérédité, de l'héritage génétique et pour lutter contre des maladies. Bon, et ça, alors je sais qu'il y a certains chercheurs en sciences sociales qui commencent à en parler, dont Jean-Frédéric Chaube d'ailleurs, je crois. Mais voilà, ça, c'est pas dans le débat. Et je terminerai juste là-dessus, juste pour parler du débat général. Très souvent, je déplore qu'il s'agit d'un débat de clercs, d'un débat de sachants, d'un débat bourré de name dropping, de références à toute une culture universitaire dont laquelle est exclu beaucoup de gens en France qui sont concernés au premier chef par le sujet. Et je pense que c'est un souci. C'est un vrai souci démocratique. Voilà ce que je pouvais dire très vite. Hein. Non, merci, c'est vraiment fascinant. Fabrice, I look forward à ton exposé sur ces questions aussi pour qu'on puisse approfondir tout cela. Cher Alain, dis ce que tu as à dire sur ça. Moi, je suis en empathie totale avec ce qui vient d'être dit. Donc, je ne sais pas sur quel point, effectivement, ce n'est pas simplement hétéronormé, hein, je l'ai dit, c'est bien souvent une autodésignation. Donc, on est d'accord là-dessus. Sur l'expérience du corps, j'ai cité le magnifique livre de Britt Bennett, là. Je ne sais pas si vous allez le voir, si je le mets comme ça, je ne sais pas quoi faire des gentils blancs. Et elle parle notamment de Coates et de ce qu'il parle, de ce qu'il dit, l'expérience du corps, notamment dans ce qu'il raconte de la condition noire à son fils. C'est tout à fait essentiel. Évidemment, je n'en ai pas parlé, mais j'ai ça tout à fait présent à l'esprit, et c'est très bien que vous l'ayez rappelé. J'en profite pour recommander, en dehors de ce livre-là, un documentaire qui est passé sur une chaîne, puisque vous avez fait référence aux tirailleurs sénégalais, sur une chaîne qui était France 2, donc de grande écoute, qui s'appelle Décolonisation au pluriel du sang et des larmes. C'est absolument essentiel pour comprendre ce qu'a été le racisme colonial. D'ailleurs, j'ai parlé d'Aurélia Michel. Aurélia Michel, lorsqu'elle commence à préparer son cours sur cette question-là, en 2009, elle est historienne, elle dit « Je ne savais rien de ce qu'était la colonisation ». Une historienne dit en 2009, lorsqu'elle prépare un cours, « Je ne savais rien ». Et je ne savais rien de ce qu'était la brutalité, la violence. Donc, si vous voulez, la comparaison entre les deux types de racisme, en se limitant à cette dichotomie facile, mais à mon avis heuristique, est tout à fait essentielle et alimentée, je crois, par ce que l'on sait de plus en plus de la violence coloniale et du rôle de l'État, et Fabrice l'a effectivement souligné à juste titre. Non, je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre qu'un accord absolument total avec l'esprit de l'intervention. Super, ça c'est une bonne nouvelle. Nous avons avec nous, un tout petit peu en relation avec l'une des dernières remarques de Fabrice au sujet de la biologie, donc nous avons avec nous Ilana Levy, qui est une biologiste, une historienne des sciences de la vie, par ailleurs une co-auteure. Chère Ilana, c'est à toi. Si tu veux bien. J'écrivais activement vidéo, si j'arrive. Oui, on vous voit. C'est parfait. On vous voit, on vous entend. Ah bon, c'est parfait, parce que moi, je ne me vois pas. Je serai très bref. Non, je ne vais pas parler. D'abord, merci infiniment pour l'exposé, c'est super intéressant. C'est très riche. Je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec tout, mais je suis d'accord avec beaucoup. Et l'autre m'incitait à réfléchir et à apprendre plus. Donc, je suis d'accord. Je voulais juste réagir sur un point. Il y a beaucoup de discussions, d'ailleurs, ce que vous avez dit autour de la biologie, autour de quoi je ne vais pas réagir. Je vais réagir à un seul point, qui est le point sur la mixité. Alors, vous avez dit que je suis tout à fait d'accord dans une perspective universaliste. Je suis a priori tout à fait d'accord sur une perspective universaliste, mais il faut encore voir qu'est-ce que ça veut dire universel. C'est très localisé, ce n'est pas du tout universel ce que l'universalisme veut dire. Bien sûr. Ce qui en France est particulièrement problématique vu l'utilisation
par l'universalisme dans des choses qui sont parfois contestables. Mais non, mais alors, tout à fait, mais je ne pouvais pas développer ce point. Ça a été déjà dit par Anna. J'ai soumis un livre qui s'appelle L'universalisme en procès. Donc, je sais bien que l'universalisme peut servir à justifier l'injustifiable. Non, je suis tout à fait. Je me reconnais, je n'ai pas lu votre livre, mais j'essaierai de m'en procurer et de le lire. Donc, je pourrais après. Non, mais je voulais faire un seul point, c'est le point sur le mélange et sur le métissage. Oui. Ça aussi, c'est une chose qui est extrêmement localisée. Il se trouve que je travaille sur le Brésil, parmi autres choses, et le problème de mixité raciale au Brésil est extrêmement différent que, par exemple, aux États-Unis, pour des raisons historiques. Donc, ce qui s'est passé, qu'au Brésil, il n'y avait jamais la règle de 1 goutte de sang. Au contraire, ça veut dire que si on avait un métissage, le métissage déjà était beaucoup plus accepté. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas de racisme, il y a un racisme fort, oui. Mais il y avait une acceptation bonne de métissage et du fait que, par exemple, le métis à peau claire et qui avait la possibilité d'ascension sociale, le fait qu'il était métis ne le gênait pas. C'est Gilberto Freyre qui, dans les Maîtres et esclaves, je pense qu'il s'appelle en français, qui a montré ça bien déjà dans les années 30. Ce qui s'est passé, que les généticiens, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, les généticiens brésiliens, donc, au début vers 2003, je pense, ont fait une grande enquête, ce qui s'appelait la portrait moléculaire du Brésil. Et dans cette enquête, ils ont demandé aux gens de se auto-identifier. Le census au Brésil identifie les couleurs noir, brun et blanc. Donc, et indo-américain, américain, native américain. Donc, on a demandé aux gens de se auto-identifier. Comment ils se voient? Est-ce qu'ils se voient blanc? Est-ce qu'ils se voient noir? Est-ce qu'ils se voient brun? Et aussi, après, ils ont demandé les enquêteurs d'identifier comment les gens se voient. Est-ce qu'ils sont d'accord avec l'auto-identification? Il y avait plus que 95% d'identification. La personne qui se voyait noire, les enquêteurs aussi la voyaient noire, etc. Et après, ils ont fait la biologie moléculaire des marqueurs africains. La correspondance était 0. Ça veut dire les gens qui s'identifiaient comme noirs, il y avait énormément de gènes, marqueurs, ce qu'on appelle africains dans le sang. Les gens qui s'identifiaient comme blancs avaient les marqueurs africains. Les gens qui s'identifiaient comme noirs, et c'est là où c'était intéressant, avaient une grande partie, parfois plus que 50%, de marqueurs dits blanchitude. Donc, il était tout à fait noir. Alors, quelle était la réaction? Et là, ça devient intéressant. Les noirs, les gens blancs qui ont appris, qui ont, disons, 20% de gènes noirs, étaient tout à fait contents. Parce qu'en Brésil, l'idéologie est que le brésilianisme est une idéologie de mélange. Donc, il était tout à fait heureux. Il disait, je suis un vrai Brésilien. J'ai un peu de sang amérindien, j'ai un peu de sang noir, j'ai un peu de sang européen, un peu de sang. Les Noirs étaient furieux. On apprendre, ils ont dit qu'il y avait certains gens qui s'identifient comme noirs. On a appris souvent qu'ils ont plus que 50% de marqueurs dits blancs. Ils disaient, on ne veut pas se reconnaître dans cette histoire parce que pour eux, c'était les marques de viol et de viols systématiques, des maîtres d'esclaves, de femmes noires. Donc, ce qui veut dire que c'est juste pour vous montrer que l'attitude au métissage sont localisées, et très localisées. Oui, c'est évidemment un témoignage qui pourrait permettre effectivement, enfin qui devrait autoriser la relativisation de l'invariant, de la structure élémentaire, puisqu'elle n'existe pas partout. Maintenant, est-ce que l'insistance sur ces problématiques-là ne montre pas tout de même que, comme le disait d'ailleurs Fabrice Olivet, il n'y a pas tout de même derrière tout ça une question de pureté qui se retrouve sous des formes différentes au Brésil de ce qu'on a pu observer là où justement ça a servi à discriminer. Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment cet exemple, et c'est vrai que c'est un
un argument qu'il faut méditer et qui contrarie l'universalité de ma structure élémentaire. Donc, Au merci moins, de au ce témoignage. Brésil, le mélange était considéré comme pour certaines parties de Brésiliens de souche comme une chose bonne, parce qu'authentique, c'est très différent au Mexique d'ailleurs avec le Cars. Mais au Brésil, c'était une chose bonne. Et les révoltes des Noirs qui ne voulaient pas reconnaître leur mélange, ce n'était pas pour la pureté, mais c'était justement pour l'oppression, pour le marquage d'oppression. Donc, c'était différent. Oui, oui. Non, mais bon, disons que la notion de pureté ne joue pas un rôle aussi universel que je l'ai prétendu, peut-être, effectivement. Bon, il faudra Toujours est-il réfléchir sur l'interprétation. toujours est-il, j'ai vraiment l'impression que cette notion d'universalisme dans le contexte, et merci beaucoup, Ilana, pardon d'avoir interrompu, mais c'est juste trop intéressant, cette notion d'universalisme ne joue pas un rôle descriptif, il y a un côté normatif qui est vraiment essentiel. Donc moi je ne suis pas du tout certaine que ce soit vraiment une notion qui... Je ne sais pas, en fait, je l'associe trop à des conquêtes, indépendamment des conquêtes coloniales, mais au christianisme qui s'est voyé à un moment donné de l'histoire comme une religion absolument universelle. Et à ce titre, cet universalisme vraiment qui se prétend être complètement décontextualisé, je ne suis pas certaine que ce soit la notion à utiliser, mais bon, ça c'est vraiment le centre du problème, mais on attend avec impatience ton livre. Oui, enfin, je ne sais pas s'il te convaincra. Oui, ben, évidemment, le catholique, ça veut dire catholicité, c'est universalité. Hein. Mais évidemment, au nom de la catholicité, on a beaucoup exterminé, c'est incontestable. Est-ce que l'idéal universaliste tel qu'on le trouve dans les évangiles, par exemple, dont je ne suis pas un lecteur très familier, est-ce qu'il est invalidé par les exactions commises en son nom? Ça reste évidemment un sujet de débat. L'universalisme, au fond, ça veut dire... enfin, moi, je ne vois pas comment on peut penser l'antiracisme fondamentalement si on ne pose pas l'unité du genre humain. Et qui dit unité du genre humain dit qu'on peut peut-être trouver, alors là on rentre dans la partie du sujet que je n'ai pas eu tout abordé, par manque de temps évidemment, est-ce que ça a un sens que de parler de structure universelle de la pensée humaine? Et voilà, donc est-ce que ces structures universelles existent ou non? Et ça, mon point de vue est que, influencé par un certain nombre d'auteurs, c'est que oui, toi, visiblement, sous l'influence peut-être de gens comme Descola ou d'autres, tu es plus rétive. Ok, donc moi je pense que l'universalisme est comme la liberté, mais ok, c'est une tentative, hein, ce n'est pas une... Je viens d'inventer ça. J'ai le même sentiment des malaises face à la notion de liberté absolue que face à la notion d'universalisme. La notion de liberté, comprise comme ensuite liberté absolue, c'est un malentendu. La liberté n'a de sens que parce qu'il y avait des privations, qu'il y avait des oppressions. On a inventé cette notion, on l'a rendue, on l'a érigée en valeur, à juste titre évidemment, pour lutter contre deux choses. L'universalisme du christianisme, c'était une tentative, et là je parle même en descendant effectivement vers les évangiles, si tu veux, c'est un universalisme effectivement qui essayait de refuser la distinction entre les juifs et les grecs, n'est-ce pas, ça d'une part, mais d'autre part, il y avait cette volonté d'essayer de dire que tout le monde peut s'y retrouver. Après, en vertu de quoi? En vertu du fait que nous devons payer pour cette capacité de se retrouver tous dedans, et le prix n'est pas mince. Le prix, c'est la reconnaissance du sacrifice de Jésus. Moi, je ne suis pas prêt à payer ces prix, à vrai dire. Non, ce n'est pas gratuit. L'universalité chrétienne n'est pas gratuite. Et c'est la première universalité, effectivement, sauf l'universalité stoïcienne qui est encore... Mais j'allais te dire, et le cosmopolitisme stoïcien, c'est ça tout de même. Et moi, c'est de cette tradition-là que je me revendique. Dans mon ouvrage « Comment peut-on être cosmopolite ?», je fais clairement référence à l'héritage stoïcien. Donc, je suis effectivement d'accord pour cette distinction. Et puis, on sait parfaitement bien, on se rappelle l'article de Walser dans Esprit, enfin, les deux universalismes. Il y a un universalisme éradicateur, assimilateur, voire éradicateur.
de surplomb, comme on dit, et puis il y a un universalisme inspiré par notamment des gens comme Ricoeur et d'autres, réitératif, incoatif, enfin pluriel, et cet universalisme pluriel, par définition, ne méconnaît pas les différences. C'est à partir de la reconnaissance des différences qu'il se pense comme un idéal régulateur. Ok, mais cet idéal régulateur n'a de sens que quand il y a des choses à réguler. Quand il n'y a pas des choses à réguler, je ne sais pas quelle est la valeur idéale de Mais cette... alors, les droits de l'homme, les droits humains, est-ce que ça n'entre pas dans la perspective précisément de l'universalisme idéal Oh, régulateur? camarade, là, tu sais bien que nos perspectives, je suis, tu sais, je suis une pauvre kelsenienne. Pour moi, Une ton univers positiviste. juridique, ton univers juridique est assez étranger, donc non, je suis assez. Je pense que les droits humains, c'est une belle notion qui avait une certaine place dans l'histoire, qui aujourd'hui joue un autre rôle, mais c'est un outil juridique et politique, et il y a son côté universel, c'est un côté volontariste, et ce n'est pas Oui, on n'est pas dans le régime de la découverte, on est dans un bien régime sûr. politique Non, mais qui s'assume autant que volonté politique. Or, l'universalisme dont tu parles, l'universalisme chrétien, l'universalisme stoïcien, on est dans le régime de la découverte. C'est autre chose. oui, On n'est pas dans un truc politique. oui, moi, à propos du cosmopolitisme, il y a une formule qui me convient bien, c'est celle de Francis Schoenwald qui parle de cosmopolitisme processuel. Donc, effectivement, c'est toujours à construire. Mais évidemment, ta position, je ne savais pas que tu étais kelsenienne. Alors, ta référence à Dworkin était une référence critique, au fond, parce qu'évidemment, moi, j'ai consacré une partie de mon temps. Comment? C'était un petit private joke D'accord. entre les gens respectables. Non, parce qu'effectivement, moi, j'ai consacré du temps à Dworkin, qui est un anti-kelsenien, un anti-positiviste. Oui, donc je fais partie de ces naïfs qui croient que l'universalisme est un idéal indépassable. Merci, c'est très intéressant. Je n'ai pas pensé à faire remonter ces distinctions jusqu'à là, mais c'est très éclairant. Très bien, chers camarades, dites, oui, je vois que Mathieu nous pose la question de savoir, Mathieu, est-ce que vous voulez poser cette question à voix haute? Pourquoi les personnes asiatiques ne sont jamais mentionnées ou invitées à discuter du racisme également? J'ai l'impression que cette minorité n'est pas pour autant dans une posture victimaire que l'autre, et l'ascension sociale chez ces derniers se fait plus facilement. Est-ce que c'est dû à une culture de travail? Le racisme anti-chinois n'a pas disparu, loin s'en faut, hein. Il y a eu des épisodes d'assassinats avec le stéréotype que les Asiatiques, les Chinois sont des commerçants riches, hein, et que à ce titre-là, ils sont poursuivis et violentés, voire assassinés. Alors, c'est vrai que et c'est parce que, enfin, moi je ne suis pas spécialiste de la culture chinoise, donc je ne voudrais pas dire d'énormes bêtises, mais il semblerait qu'en France, la différence asiatique est mieux tolérée que la différence arabe, par exemple. Mais je dis ça timidement. Culture du travail, je ne sais pas, c'est pas mon vocabulaire, je ne suis pas très à l'aise avec cette explication qui supposerait qu'il faille s'intégrer nécessairement dans un pays par le travail. La notion d'intégration dont on n'a pas discuté est une notion très délicate qui est souvent rejetée d'ailleurs par ceux à qui elle est supposée s'appliquer parce qu'elle est vécue comme une norme de domination. Il faut lire la belle leçon inaugurale de François Héran au Collège de France consacrée à la notion d'intégration. Il termine en sauvant la notion. Moi, je suis plus proche d'Étienne Tassin qui ne la sauvait pas. Effectivement, il faut toujours lire, bon, ça c'est certain. Je pense qu'il y a aussi un autre fait, c'est tout simplement l'histoire de la communauté asiatique, notamment en France, est tout à fait différente. Il n'y avait pas eu de colonisation au sens classique du terme. En tout cas, ça s'est passé un tout petit peu différemment. Et s'il y a des discriminations, elles ne sont pas liées au passé colonial. Il y a ça qui joue, je pense, de façon assez intéressante. Oui, dans l'imaginaire dont parlait Brigitte Stora, il est certain que ça n'est pas du tout la même chose. Pour finir, on me pose sur le chat la question en message privé. La question de savoir pourquoi j'ai mis la notion des droits de l'homme dans le régime de la découverte
dans les contextes post-stoïciens, c'est pas stoïcien parce qu'il n'y avait pas de droits humains chez les stoïciens, mais disons dans cette tradition naturaliste, même de certaines personnes derrière la Révolution française. Tout simplement, il y a deux conceptions de droits humains. On peut avoir une conception où les droits humains sont là de façon naturelle et nous les découvrons. Et puisqu'ils sont là, soit ces droits, ce sont des constructions juridiques qui nous servent à quelque chose, qui ont un certain rôle social, étant donné l'histoire juridique qui est la nôtre. Et dans ces cas-là, ils sont posés comme des objets juridiques artificiels, et à ce titre, leur ontologie est beaucoup plus faible. En tout cas, elle est complètement, elle est superficielle, et elle s'assume en tant que telle. Et effectivement, étant donné, de toute évidence, la tradition juridique de Ronald Dworkin, dont Alain se sont assez proches, se trouve dans cette tradition de la découverte, avec cette foi assez profonde, ou cette conviction très profonde de l'existence des éléments constants, effectivement, normatifs, tels que les droits humains. Et moi, je suis issue effectivement de la tradition plutôt benthamienne et ensuite kelsenienne, ou pour nous. Pardon? Artienne. Et ouais, Art, il est trop soft pour nous, tu sais. Non, effectivement, artienne aussi un tout petit peu. Et les gens comme Alain vont nous dire, mais enfin, prenez les droits humains au sérieux. C'est le titre d'un livre de Dworkin, c'est pour ça que Anna dit cela. Oui, enfin, je crois que dans ce débat-là, on est un peu aussi dans. Enfin, évidemment, la comparaison est osée, mais c'est le même débat sur les mathématiques. Hein. Inventions, les objets mathématiques sont-ils des inventions ou des découvertes? Et je ne suis pas certain qu'il faille trancher. Mais bon, ça, vraiment, c'est tout autre chose que ce qui nous arrête aujourd'hui. Oh, c'est pas sans lien. Hein. C'est pas sans lien. C'est pas sans lien. En tout cas, Alain, vraiment super, merci, c'était infiniment intéressant, et j'espère que cette conversation va se poursuivre et dans d'autres forums, et peut-être tu vas nous rejoindre aussi pour bien sûr. Merci à toi, j'ai pris beaucoup de plaisir à exposer et à répondre aux questions extrêmement intéressantes.